Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode des Aventus en Java. Aujourd'hui, nous allons donc poser quelques bases en affichant tout d'abord une fenêtre à l'écran, puis en ajoutant des images et du texte. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin de Java JDK installé sur votre machine, des assets, par exemple moi j'ai pris 2 pandas, et d'un fichier .ttf qui nous servira à afficher du texte à l'écran. Nous allons donc commencer par afficher une première fenêtre. Pour ceci, nous aurons besoin de ce qu'on appelle une JFrame. Donc, on va créer une JFrame qu'on va appeler frame, qui est une nouvelle JFrame qui prend en paramètre donc un titre. C'est le titre que l'on retrouvera en haut de la fenêtre. Donc pour moi, ça va être ma première fenêtre. On va lui définir une action pour fermer cette fenêtre. Donc frame, point. Et donc là, on va avoir une méthode qui va s'appeler setDefault close opération, qui prend un entier en paramètre, qui est une constante de JFrame. Exit and close. Voilà, donc on dit à notre fenêtre de se fermer grâce à cet entier. Hop. Nous allons lui définir ensuite une taille, setSize, qui prend soit 2 entiers en paramètre, soit un objet dimension. Donc nous on va prendre l'objet dimension, qui prend lui 2 entiers en paramètre. 480. Voilà. On va ensuite dire que notre fenêtre est bien visible, sinon on ne la verrait pas à l'écran. On va lui dire donc set resizable à faux. Donc sinon on va pouvoir tirer sur la fenêtre pour la redimensionner. Je vais ajouter hop, dimension, l'import de dimension à mon projet. Et on va lui définir un layout à nul. Pourquoi? Pour pouvoir placer nos éléments tranquillement dans l'écran. Et on va lui donner un set location relative to nul, pour qu'en fait au démarrage du programme, la fenêtre soit centrée dans notre écran. Grâce à ça, vous pouvez dès maintenant afficher votre petite fenêtre en run. Et voici le résultat. Donc on retrouve bien le titre, ma première fenêtre. Et on se retrouve avec une fenêtre avec la taille qu'on a définie. Nous allons donc maintenant dessiner à l'écran. Pour ceci, nous allons donc avoir besoin de ce que moi j'appelle une scène. Donc nous allons dans notre projet créer une nouvelle classe qui va s'appeler scène. C'est dans ce genre d'objet que nous allons dessiner tous nos éléments. Voilà, je supprime les commentaires qui vont bien. Voilà. Nous allons donc commencer par définir quelques propriétés de la classe. À commencer, les images. Voilà, nous allons prendre 2 images à afficher. Il faut savoir que cette classe, pour pouvoir dessiner, elle va devoir étendre d'un JComponent. Donc nous on va prendre pas le JComponent brut de base, mais un JPanel qui va nous permettre de dessiner et d'inclure ceci à notre fenêtre.
Donc, en constructeur, on va définir le constructeur. Donc le constructeur se définit de cette manière. Nous allons donc appeler le constructeur du JPanel qui va nous permettre d'initialiser tout ce dont nous aurons besoin lors du dessin. Donc on appelle le constructeur parent grâce à la méthode super. Ensuite, nous allons donc charger les images par une première façon. Donc je commence, j'ouvre un bloc try et catch io exception e. Donc pourquoi je rajoute ça? Tout simplement parce que si l'image n'est pas trouvée, on va donc lever ce qu'on appelle une exception qui va nous permettre de dire dans le programme qu'on n'a pas trouvé l'image. Et donc le programme s'arrêtera ici. Donc j'importe l'IO exception à mon projet et je vais lui demander d'afficher ce qu'on appelle la stack trace qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé. Donc on va lui dire que this.image c'est égal à image io.read qui prend donc soit ce qu'on appelle un objet input stream en paramètre, ou encore une URL, ou encore un fichier, ou encore un image input stream. Donc nous, ce que nous allons prendre dans un premier temps, ce sera file. Donc nous allons donc créer une instance file qui elle prend un chemin en paramètre. Donc on va définir un chemin qui va s'appeler assets slash image et qui portera notre image. Donc panda-1.png. On va donc rajouter cette image à notre projet. Avant j'inclus l'objet file, voilà, et l'objet JPanel. Voilà. Donc, dans le répertoire racine de notre projet, donc je suis bien dans Afentus, qui est le projet principal. Dedans, on peut retrouver les sources. Voilà, donc on retrouve nos deux fichiers, le main principal et la classe qui va nous permettre d'afficher nos éléments à l'écran. Donc, dans la partie racine de notre projet, où on a le répertoire NB Project parce que je travaille sur NetBeans, le manifeste, le build et la partie build qu'on a le répertoire build qui nous permettra de sortir notre fichier jar à la fin. Donc dans cette partie là, qui est la racine de notre projet, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler donc assets, comme on a défini juste ici. Dans ce répertoire assets, on va créer donc notre répertoire image. Et dans ce répertoire image, on va ajouter nos deux fichiers. Pour moi, mes deux petits pandas que j'ai trouvés donc sur un site qui s'appelle Pixabay, qui nous permet d'avoir des images gratuites. Donc vous pourrez retrouver ces images sur Pixabay ou en téléchargeant les sources du projet disponibles à l'adresse dans la description. Maintenant que nos fichiers sont dans le répertoire images, on va donc les ajouter à notre écran. Donc là on les a chargés dans notre classe. Et donc on va avoir besoin d'une méthode qui s'appelle paintComponent qui sera appelée lorsque l'écran sera affiché. Et tout le long de l'écran, enfin tout le long du déroulement de vie de notre fenêtre. Donc nous aurons besoin de redéfinir cette méthode. Pour cela, on va écrire public void paint component qui prend en paramètre un graphics qu'on va nommer G. Voilà, donc j'importe graphics
Et donc paintComponent, c'est une méthode qui existe déjà. Par conséquent, on la réécrit. On a besoin de mettre override pour rendre le code un peu plus propre. Dans cette méthode paintComponent, nous allons donc dessiner notre image. Donc pour cela, on va avoir besoin de faire g.drawImage qui prend une image en paramètre, une position X et Y et un image observer. Donc, on va prendre cette méthode-là. On va lui dire que notre image, eh ben, c'est this de image. La position, on va lui dire 50 en X et 100 en Y. Et l'observeur nu. Voilà. Donc là, nous allons dessiner notre image à l'écran en coordonnées X, donc par rapport à la gauche de notre écran. Il sera déplacé de 50 pixels depuis le bord gauche de l'écran et de 100 pixels depuis le haut de notre écran. Ce qui va donc nous donner un petit panda à la position 50-100 de notre fenêtre. Pour cela, donc dans notre fenêtre, on va ajouter une scène, donc notre objet scène. Voilà, on va créer une nouvelle scène. Voilà. On va lui dire que cette scène, elle a une taille. Voilà, avec notre objet dimension que nous connaissons, 640, 480. Voilà. Donc quand on a fait ça, on n'a limite plus besoin de définir la taille de notre objet frame, puisque ceci sera inclus dans la frame, donc la frame prendra la taille de notre élément scène, ce qui est quand même pratique. Nous allons donc ajouter à notre frame, on va lui dire que c'est un set content pan. Voilà, donc c'est notre conteneur principal de la fenêtre qui sera notre scène. Si je fais un simple frame.add, que j'ajoute ma scène, c'est-à-dire dans notre fenêtre, j'ajoute l'élément scène au conteneur principal de la frame. Dans ce cas-là, la taille de notre élément scène ne sera pas prise en compte. Elle prendra en compte la taille du conteneur principal de notre petite fenêtre. Donc là, étant donné qu'on n'a pas défini, qu'on a enlevé la définition de la taille de la fenêtre sera toute petite, on verra presque rien, puisqu'on a juste ajouté un petit élément à notre content pan principal. Donc pour éviter cela, on va lui définir que notre conteneur principal, c'est notre scène, et que la fenêtre, frame.pack, donc qui va donc empaqueter notre scène, et donc prendre les dimensions de notre scène. Ça va être dimensionné automatiquement. Si on lance la fenêtre, on se retrouve donc avec notre fenêtre toujours qui fait la même taille, qui n'a pas changé de taille, et avec notre petite image dans notre écran. Voilà. On va maintenant définir un petit background pour notre fenêtre. Le fond blanc n'est peut-être pas à notre goût. Donc dans notre scène, on va lui définir une couleur. Donc on va lui dire g.setColor. Et dedans, on va ajouter une nouvelle couleur. Donc new color. Et donc on peut prendre un code RGB disponible dans un logiciel de dessin, par exemple Paint. Vous avez possibilité de retrouver le code couleur RGB correspondant. Donc moi je vais ajouter une petite couleur que j'ai trouvée sur Paint qui prendra en rouge 209, en vert
238 et en bleu 245, ce qui va nous donner un bleu très clair. On va lui dessiner un gros rectangle de cette couleur-là, donc fil rect, qui prend une position en X et en Y, une taille, une largeur, une hauteur. Voilà. Donc, notre position, ça va forcément être 0, 0, qui sera le bord haut à gauche de notre fenêtre. La taille, ça va être donc 640, 480. Une fois fait, j'ajoute color à mon projet. Je relance mon projet et donc on se retrouve avec un petit fond bleu sur notre fenêtre. On va maintenant ajouter une deuxième image, donc notre deuxième petit panda, this.image2 est égal à image io.read new file de assets image panda2.png. Donc on charge toutes nos images dans le constructeur principal, ce qui fait que du coup, lorsque le paint va être appelé, nos images auront déjà été chargées, ce qui nous évitera donc de recharger les images à chaque fois et de charger la mémoire pour des choses qui sont inutiles. Donc là on les charge une seule fois et après on a juste à les dessiner, ce qui est plus pratique pour l'ordinateur. On va donc dessiner notre deuxième image. Voilà, donc notre deuxième image qui s'appelle image 2 et on va la dessiner à la position 240, 140 par exemple, et toujours avec notre observeur new. On relance donc notre projet et on voit donc que nos petits pandas sont bien affichés à l'écran. Donc ça c'était la première technique pour insérer des images à notre fenêtre. Il faut savoir que lorsque vous allez déployer votre projet, donc je génère le fichier jar dans le répertoire dist. Donc on va se retrouver avec dans notre répertoire dist notre fichier jar qui se trouve ici. Mais si on lance notre fichier jar, l'image ne sera pas prise en compte. Pourquoi? Parce que tout simplement dans notre fichier jar, on n'a pas ajouté les images. Donc pour que ça fonctionne, il faut donc placer notre fichier jar avec les assets, donc dans notre racine de projet. Donc quand vous voulez déployer et envoyer votre projet à votre copain par exemple, vous avez besoin de lui envoyer le fichier jar et le fichier assets qui devra être placé au même niveau que le fichier jar. Dans ce cas-là, on se retrouve bien avec nos deux petites images que nous avions au départ. Donc, méthode un peu plus simple qui vous évitera de renvoyer tous vos fichiers directement, donc avoir tout dans le fichier jar. Donc cette technique, on va donc l'appliquer tout de suite. On va définir ce qui s'appelle une URL de travail. Pour cela, on va donc charger une URL qui est égale à this.getClass.getRessources et qui va se retrouver dans les ressources de notre projet. Donc on va donc avoir image panda-1.png. On va dire que notre petite image, maintenant elle prend une URL en paramètre, donc elle prend notre URL. On va faire exactement pareil pour notre deuxième image.
ressources, on prend notre chemin, voilà, je corrige là, voilà, et ça prend donc en URL, voilà, notre objet URL. Donc l'objet URL, on va l'ajouter à notre projet, et dans ce cas-là, on n'a plus besoin de l'import file, donc on le supprime de notre projet. D'ailleurs, image, hop, on va le mettre comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, si je lance mon projet, j'obtiens une belle erreur parce qu'il n'a pas trouvé les images. Pourquoi? Tout simplement parce que image qui se trouve dans l'exécutable n'existe pas. Nous avons donc besoin d'ajouter ce répertoire image à notre projet. Pour ceci, on fait donc clic droit sur notre projet, Properties, et on va donc ajouter dans notre package folder nos images. Donc on va ajouter un fichier aux sources qui va s'appeler image. Donc on va aller chercher dans les affentuts. Ah, zut, raté. On va donc aller chercher dans affentuts les assets et on va les ajouter à notre projet. Nous avons maintenant le répertoire src qui contient nos sources et le répertoire assets qui contient le répertoire images et les deux images que nous avons ajoutées précédemment. Je peux aussi définir, si je le veux, le JDK avec lequel je travaille et le profil JRE avec lequel je veux travailler. Et pourquoi pas aussi le système d'encodage des caractères. Je laisse UTF-8 afin d'afficher les caractères correctement lorsque j'utiliserai mes polices. J'appuie sur OK. Il a donc ajouté, on voit bien dans affentuts, il a ajouté le répertoire assets qui contient les images et qui contient nos petites images de panda. Si je lance maintenant le projet, je me retrouve donc avec mes deux petits pandas juste ici. Donc bien ajouter les slash en début pour dire que c'est à la racine du projet. Voilà, c'est l'erreur que j'ai pu faire au tout début. Donc bien ajouter les slash, autrement le projet ne fonctionne pas. Donc je relance mon projet et on voit bien l'apparition de nos deux petits pandas à l'écran. Si maintenant j'exécute le montage de mon archive jar, donc qui se trouve dans dist et le affentuts.jar, je vais donc dans dist, affentuts, et si je lance affentuts.jar, je me retrouve bien avec mes deux petits pandas à l'écran. Voilà, donc voilà une manière pratique d'afficher des images sans avoir à déployer le répertoire images à chaque fois. Nous avons donc vu jusqu'à présent comment afficher des images à l'écran, comment afficher une fenêtre, comment lui définir un arrière-plan de couleur. Vous pouvez faire pareil avec une image qui prend la taille de votre écran. Nous allons donc maintenant voir comment afficher du texte à partir d'un fichier TTF. Nous allons donc voir maintenant comment afficher du texte à l'écran grâce à un fichier TTF. Pour ceci, vous aurez besoin donc de votre fichier TTF que vous aurez téléchargé. Donc moi je prends un fichier TTF que j'aurais trouvé sur dafont.com. Ce fichier TTF, je le place donc à la racine de mon projet, donc dans les assets. On va créer un nouveau répertoire qui va s'appeler fonts. Donc dans ce répertoire-là, on n'a plus besoin d'ajouter ces répertoires-ci, ils seront ajoutés automatiquement. Comme on peut le voir dans notre projet, le répertoire fonts vient d'être ajouté juste ici. Donc maintenant, dans notre répertoire fonts, vous allez ajouter votre police de caractères. Donc moi j'ai pris une police sur dafont que je place dans mon répertoire. Je sélectionne le nom
de mon fichier. Et donc maintenant, nous allons donc charger la police de caractère. Pour ceci, nous avons donc besoin de définir en propriété de classe private font, voilà, qui sera le nom de ma police, font. J'ajoute l'objet font à mon projet, juste ici. Et maintenant, je vais donc charger ma police, juste ici, même en dessous. Donc maintenant, je vais charger ma police, juste en dessous des images, toujours dans un bloc try catch, si le fichier n'a pas été trouvé, ou si la police n'est pas prise en compte. Donc on va avoir une erreur du type font, format, exception. Voilà. Je remets un peu en forme le code. Voilà. Tout soit identique. J'ajoute font format exception à mon projet. Voilà. Juste là. Comme ceci. Donc pour ajouter, moi j'ai un raccourci sur NetBeans. J'appuie sur Alt, Entrée. Et il m'ajoute automatiquement les fichiers à mon projet. Donc juste en haut, il ajoute les imports nécessaires à mon projet. Donc maintenant, je vais charger ma police. Donc je lui dis que this.font est égal à font.createFont qui prend soit un fichier en paramètre, soit un input stream. Donc, je crée ma font. Je vais lui dire que cette police font.plain, voilà, donc c'est une font normale, pleine. Et dedans, je vais lui ajouter mon URL, mais il y a une petite subtilité. Cette URL là ne peut pas être ajoutée brute, puisqu'elle contient une chaîne de caractères. Or, nous avons vu que ça devait contenir un input stream ou un fichier de type file, comme nous avons vu précédemment lors du chargement d'image l'objet file. Donc, je vais charger mon URL, this.getClass.getResource avec mon répertoire qui est maintenant fonts et avec le nom de mon fichier .ttf. Donc là je vais avoir le chemin relatif par rapport à la racine de mon projet et j'inclus donc cette URL dans cet élément là. Hop, j'ajoute l'objet URL ici et donc il nous dit que la méthode createFont qui prend un entier et une URL n'existe pas. Pour ceci, dans notre objet URL, nous avons une petite méthode bien sympathique qui nous dit OpenStream. Et donc là, on a donc un stream de défini. Nous avons donc toujours une petite erreur, tout simplement pourquoi? Si le format n'est pas supporté, on lève une exception, mais on a une autre exception qui est si le fichier n'est pas trouvé, il faut donc qu'on arrête le programme. Pour cela, nous allons donc ajouter IO exception et la font format exception en plus. Si on a une erreur de ce genre-là, on affiche la stack trace qui nous permettra d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. On peut aussi également regrouper nos éléments afin d'avoir qu'un seul bloc try catch plutôt que d'en avoir beaucoup dans notre projet
et rendre le code un peu illisible. On va donc remonter nos éléments dans le premier bloc. Donc je sélectionne depuis URL jusqu'à la fin l'OpenString et je colle cette partie-là à cet endroit. Et je peux supprimer cette partie-là, mais je dois rajouter le font format exception dans le catch. Voilà, donc font format exception, et on se retrouve donc avec un bloc try-catch simple qui contient tous nos éléments, ce qui est quand même beaucoup plus propre. On va donc maintenant pouvoir dessiner des éléments à l'écran. Avant toute chose, nous devons définir la taille de notre police. Parce que là, par défaut, il prendra la taille qui est contenue dans notre fichier TTF. On aura une toute petite police. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va faire une nouvelle police qui va être une dérivée de notre police principale. On va lui dire, donc this.font est égal à this.font.derive_font qui prend donc un style et, voilà la méthode qui nous intéresse, un flottant qui va être la taille de la police. On peut également définir juste la taille de la police. Ou encore, faire une affine transform qui va nous permettre de transformer la police, mais ça, on verra pas ça tout de suite. Donc nous, on va prendre un style de police plus une taille. D'ailleurs, je change ceci, car c'est pas font.plain, mais font.trueType_font. Voilà, qui est un style bien défini qui va nous dire c'est du TTF, donc du TrueType. Là, maintenant, dans derive_font, j'ajoute font.plain et la taille de ma police, là je vais prendre 36 F pour lui dire que c'est un flottant, donc la taille 36. On aura la taille 36 pour notre police. Donc maintenant notre police, c'est bien notre fichier TTF qui va être pris en compte à la taille 36. Maintenant, je vais dans la méthode paint qui va me permettre d'afficher mon petit texte. Je vais donc ajouter g.drawString qui prend, donc c'est cette méthode qui nous intéresse, qui prend une chaîne de caractères en paramètres et une position X et Y. Donc, je vais ajouter du texte, par exemple, salut les pandas, et on va afficher ce texte à la position 250, 340 par exemple, ce qui va être à 250 par rapport au bord gauche toujours, et 340 par rapport au haut de l'écran. Donc si je fais ça, le texte va s'afficher de la couleur bleue que j'aurais définie. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai défini que G portait cette couleur-là en paramètre. Si je veux voir le texte à l'écran, il faut donc que je change cette couleur. Donc moi je vais l'afficher en noir. Pour cela, je vais donc faire g.setColor et je vais lui dire qu'il porte la couleur .black. Donc ce sont des couleurs prédéfinies de l'objet color, mais si on veut une couleur bien précise que nous avons définie, par exemple que nous avons trouvé dans Paint, là nous aurons besoin de créer un nouvel objet color avec les trois entiers comme nous l'avons fait juste au-dessus. Donc vous avez plusieurs couleurs prédéfinies. Pour ceci, j'affiche mon autocomplétion. Donc on a du bleu, du cyan, du gris foncé, du gris clair, du vert. C'est le vert vraiment très flashy. Le gris clair, le magenta, l'orange, le rose, le rouge, le blanc et le jaune. Donc moi je prends le noir
Et donc maintenant mon texte s'affichera en noir, comme ceci. Mais il faut que je dise aussi également que G doit prendre la police, donc G.setFont, avec la police que l'on a définie juste au-dessus. Sinon par défaut il va prendre une police du type Arial qui connaît par défaut. Donc maintenant que ceci est tout fait, on a défini la couleur, on a défini la police, et on affiche notre chaîne de caractères Salut les pandas à la position 250-340. Si je lance mon projet, je me retrouve donc avec mon texte Salut les pandas qui se trouve bien à la position 350 et... non, 250-340. Donc là on peut voir que la police est un petit peu pixelisée. Elle n'est pas lissée, elle n'est pas propre. Pour ceci, petite astuce, il faut donc définir dans notre graphics G une méthode d'anti-aliasing qui va nous permettre de lisser la police et d'avoir une police beaucoup plus sexy. Pour ceci, nous allons donc définir un graphics 2D, donc G2D, qui est donc une conversion de graphics en graphics 2D, hop, graphics 2D de G. Voilà, donc on convertit G en graphics 2D pour créer notre objet G2D. Donc on appelle ça un cast, une conversion de notre élément G en G2D. On va donc appuyer Alt Entrée et je vais ajouter mon élément graphics 2D à mon projet. Cet élément graphics 2D, on va lui dire set rendering int, et là on va lui dire rendering int point anti-aliasing, donc qui anti-aliasing, voilà, qui va nous permettre d'ajouter l'anti-aliasing, le lissage des pixels sur notre police TTF. On va également ajouter render ins point non, c'est rendering ins point value anti-aliasing on pour activer l'anti-aliasing sur nos polices. Une fois qu'on a fait ça, si je relance mon projet, on se retrouve avec une police mais bien plus propre, plus sexy que celle que nous avions précédemment. Voilà, donc vous savez maintenant comment afficher des images à l'écran et du texte également à l'écran comme bon vous semble. Donc c'est tout pour ce tutoriel. On se retrouve donc la prochaine fois pour une nouvelle édition. Et en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine!